Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous nous faire rafler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la première course par étape de ce mois de juin, à savoir le Critérium du Dauphiné. On s'était quitté sur le débriefing en direct du Tour d'Italie, premier grand tour de la saison. On se retrouve pour le débriefing de la première course de préparation au deuxième grand tour de la saison, le Tour de France, ce mois de juin qui va nous emmener petit à petit vers la grande boucle, avec déjà ce Critérium du Dauphiné, un passage obligé pour bon nombre de prétendants en général sur la grand-messe de juillet, avec notamment Jonas Vingegaard, le vainqueur sortant du Tour de France, qui s'est imposé la semaine dernière sur les routes du Critérium du Dauphiné. Il a remporté le classement général devant Adam Yates et Ben O'Connor, pour rappel. On va donc, dans ce podcast, revenir sur cette semaine de course et sur les enseignements qu'on peut en tirer également pour le classement général du Tour de France, en vue du Tour de France, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer. Et on va donc parler de tout ça avec nos trois chroniqueurs du jour. Anselme pour commencer. Salut Anselme. Salut Mathieu, salut tout le monde. Alors Anselme, rassuré de la présence d'un Espagnol dans le top 10 du classement général du Dauphiné ? C'est vrai, mais il est chez Neos, donc c'est pas drôle. Et Carlos Rodriguez, en l'occurrence, 9ème du général, juste devant Julien Alaphilippe et derrière Thorsten Tren. On complète l'équipe avec Titouan. Salut Titouan. Mathieu, salut tout le monde. Et enfin, notre troisième larron pour compléter l'équipe en beauté, Louis. Salut Louis. Salut Mathieu et salut à tous. Et bien voilà, vous avez le programme, et aussi restez bien jusqu'à la fin, puisqu'on aura un petit mot sur la série Netflix qui est sortie sur le Tour de France la semaine dernière, et aussi un petit point prono sur les prochaines courses à venir, notamment Tour de Suisse, Championnat de France. Voilà, avec tout ça, je vous ai planté le décor, vous avez le programme complet de ce podcast. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors donc on va commencer bien évidemment par faire le bilan du Critérium du Dauphiné qui s'est donc terminé ce dimanche avec la victoire de Jonas Vingegaard, deuxième victoire d'affilée pour la Jumbo-Visma qui avait déjà remporté l'année dernière avec Primož Roglič, devant déjà Jonas Vingegaard, avec un écart assez important, 2 minutes et 23 secondes d'avance pour Jonas Vingegaard sur Adam Yates. Faut aussi noter que Jonas Vingegaard lui-même est un peu étonné de l'avance qu'il a pris sur ses adversaires sur cette semaine. Il l'a dit après l'arrivée finale du Dauphiné à la Bastille au-dessus de Grenoble. Il a dit « Je suis un peu surpris par les écarts, même si je sais que je suis en bonne condition. » Alors, ma première question, c'est, pour commencer vraiment sur Jonas Vingegaard, est-ce que vous aussi, vous êtes surpris de l'avance, de l'écart qu'a mis Jonas Vingegaard sur ses plus proches poursuivants au classement général? Mais t'as vu qu'il joue un peu la fausse modestie parce que bon, on sait qu'il est au top de sa forme, enfin ne serait-ce qu'un peu en forme, il bat à peu près tout le monde sur ce genre de profil. Il n'y avait pas non plus un des 6 mutants sur la liste de départ. Il y avait ni Roglič, il y avait ni Pogačar, Paulin qui était au très haut niveau en montagne. Donc non, c'est pas si étonnant, je trouve. On sait que bon, il a un niveau moyen excellent et ses adversaires sont soit des outsiders, soit des coureurs hors de forme, pas hors de forme ou pas encore à leur top. Je pense à Richard Carapaz ou Mikel Landa. Donc oui, assez peu surprenant. Anselme, est-ce que tu penses toi aussi que Jonas Vingegaard, il fait un peu la langue de bois, de la fausse modestie, à dire un peu surpris par ses écarts quand même? Bah, c'est surprenant quand on regarde le classement général final, mais en soi, il n'y a pas, sur les différentes étapes, il n'a pas non plus complètement assommé tous ses adversaires. Enfin, à chaque fois, ça s'est fait à coup de trentaine de secondes à peu près. Donc oui, sur la semaine, c'est un gros écart, mais sur les étapes, il était au-dessus, mais c'était pas non plus
indécemment au-dessus, surtout quand on sait que les coureurs devant qui ils sont, devant qui il est, notamment Adam Yates, ne sera pas forcément le leader de son équipe. Et puis on s'est aussi rendu compte qu'il y a pas mal de leaders qui seront probablement parmi les prétendants au podium au mois de juillet, qui étaient clairement pas du tout en forme sur ce Dauphiné. Donc les enseignements sont divers. Évidemment, il va le jouer à l'intox. Enfin, il a un peu assommé quand même ses adversaires. Moralement, si en plus le type te dit ouais, je suis pas si bien que ça, et pourtant il met 2 minutes 20, c'est malin. Enfin, psychologiquement, ça peut leur foutre un coup, sachant que déjà ils doivent se savoir en dessous de lui. Mais Ouais, puis après aussi, il y a un truc qui est quand même marquant, en tout cas moi ça m'a marqué, c'est le Dauphiné, on est habitué ces dernières années, même depuis un moment, parce que ça se joue à pas grand chose. J'ai regardé 2 minutes 23, ça peut être peu ou beaucoup, mais c'est quand même seulement il faut remonter à 30 ans pour retrouver un écart plus important entre le vainqueur et son dauphin sur le Dauphiné. C'est-à-dire qu'il faut remonter à 93. là, ça m'a fait penser clairement à l'époque un peu Sky, Ineos, notamment c'est l'étape de la Croix de Fer, je crois, où t'as Walter qui roule, il écrème, il s'écarte, Vingegaard il part, et puis c'est fini derrière. Ah, il y a un moment où on a presque cru que qu'Attila Walter il allait partir tout seul jouer l'étape. Il aurait pu nous faire une porte, il s'écarte, hop, et puis il fait troisième de l'étape après. Bon. À la différence quand même qu'à l'époque de la Sky, sur le Dauphiné, tu voyais pas ça. Sur le Dauphiné, Froome, il était pas au-dessus des autres comme l'était Vingegaard cette année. La démonstration dont tu parles, tu le voyais derrière sur la Pierre Saint-Martin, sur le Tour de France. Sur le Dauphiné, c'était beaucoup plus serré. Là, ce qui marque, c'est qu'il y a vraiment une jambe d'écart entre Vingegaard et le reste de la classe, quoi. Ouais, après, sur le Dauphiné, c'était souvent face à Contador ou des gars comme ça, donc forcément. Ouais, enfin, ça reste que c'était la même concurrence que sur le Tour. Globalement, il y avait peu de ses adversaires qui allaient au Tour de Suisse. Il y avait Quintana. Et pas souvenir qu'il y avait beaucoup de ses adversaires qui fuyaient le Dauphiné comme ça. Hein. Après, le problème, c'est que les adversaires qu'on attendait, ceux qui sont le plus forts sur le papier derrière, c'est Henrik Mas, Landa, Gaudu. C'est ces noms-là qu'on attendait, et puis ils sont tous autour de la 20e place. Oh, on attendait quand même aussi Carapace, quand même. Ouais, mais limite, Carapace, j'ai pas envie de dire que celui qui m'a le plus rassuré, mais ok, il s'est fait péter le caisson après son attaque sur la 5e étape. Oui, ouais, sur la 5e, ça les bas. Là où Vingegaard gagne. En même temps, il a été capable de faire sauter tout le monde sauf Vingegaard. Donc ça montre. Alors, oui, il n'a pas encore le jus et la force pour poursuivre son effort plus longtemps. Mais on sent que derrière, il a quand même les jambes et que le grand Carapace, je pense qu'il est pas si loin que ça. Mais du coup, concernant Jonas Vingegaard, c'est quoi la conclusion de l'écart de l'avance qu'il a mise les explications, c'est tout simplement il y avait personne qui était personne qui pouvait être à son niveau, que ses adversaires potentiels sont pas au même niveau de forme que lui. C'est ça un petit peu si je comprends bien. Ouais, il y a un peu de tout, je pense, ouais. Puis le fait aussi que derrière, ça s'est vite rabattu sur des accessites et jouer le podium, plus que sur tenter le tout pour le tout. Bon, après, on parle pas mal de l'écart, parce que si on devait analyser la tactique de Jumbo-Visma, c'est assez vite vu, quoi. C'est un peu le côté je suis le plus fort, j'attaque, j'accélère et je prends du temps à tout le monde. Il n'y a pas forcément grand chose d'autre à en dire, en fait, hein, quand tu as l'équipe, le coureur qui est le plus fort. Mais peut-être même par rapport à l'équipe qui est autour de Jonas Vingegaard. Alors, certes, hein, c'est pas forcément l'équipe type que pourra présenter Jumbo-Visma sur le Tour de France, mais vous en avez pensé quoi? Je trouvais Benoît très costaud, par exemple, notamment sur le week-end, où il a affiché un vrai bon niveau, je trouve, en montagne. C'est plutôt rassurant parce que c'est pas. En plus, en l'absence de Kruijswijk, c'est toujours bon d'avoir des équipiers sur lesquels tu pensais pas vraiment t'appuyer aussi longtemps en montagne, les voir répondre présent. Benoît, tu vois, pour moi, c'est pas un mec qui pourra accompagner très loin Vingegaard à la montagne, mais là, le niveau affiché est quand même plutôt intéressant. Si je m'attarde que sur lui. Anselme, Titouan, quelque chose à rajouter concernant les équipiers
qu'avait Jonas Vingegaard sur ce critérium du Dauphiné? Dans le sport, j'ai trouvé Dylan Van Baarle assez en jambes. Et il paraissait rassurant, je ne sais pas si c'est le terme, mais il paraissait clairement en bonne condition. Et surtout en montagne, notamment, bon, on sait que déjà à l'époque chez Ineos, il peut faire de très belles étapes en montagne, mais là, vraiment, on sent qu'il est prêt. Je l'ai vu dans la Bastille, il avait l'air d'avoir beaucoup de pédales et globalement sur les étapes de montagne, il avait beaucoup de pédales, il semblait à l'aise. Je crois que c'était un des 3 derniers coéquipiers avec à suivre Vingegaard, donc franchement bien. Anselme, quelque chose à ajouter concernant Vingegaard, la Jumbo dans son ensemble? Bah non, mais finalement, ouais, que ce Kruijswijk n'a pas manqué. Alors, il manquera peut-être sur le tour, vu que la course est plus longue, mais là, de manière peu surprenante, ils ont répondu présent tous. Donc l'équipe, le leader et l'équipe est prête. C'est sûr qu'ils n'ont pas été mis en difficulté à quelque moment que ce soit par leur force. Après, est-ce qu'il y avait aussi un moment moyen où une équipe, un adversaire aurait pu pouvoir tenter quelque chose? Non, pas vraiment. L'enchaînement là, de la croix de fer, avec le Mollard avant, c'était pas idéal. Et puis sur la dernière étape, Alaphilippe a tenté un peu, mais bon, c'est pas. À aucun moment, c'était vraiment il a été mis en danger, Vingegaard. Oui, on a vu justement sur cette dernière étape les Jumbo-Visma qui ont contrôlé l'avance de l'échappée pour éviter de se retrouver dans une position où Alaphilippe était maillot jaune virtuel en position de prendre le maillot jaune. Sans Alaphilippe, c'était peut-être une échappée qui pouvait prendre beaucoup plus de champ. Là, ça leur a fait aussi un peu, entre guillemets, un test en vue du Tour de France pour contrôler une échappée et ne pas la laisser filer vraiment très loin, quoi. Alors qu'il y avait quand même un sacré pédigré devant, quoi. Bon, voilà, donc en tout cas concernant Jonas Vingegaard et la Jumbo-Visma qui a remporté donc le Critérium du Dauphiné 2023 après avoir gagné l'année dernière avec Primož Roglič devant Jonas Vingegaard, cette fois pas de doublé. On va quand même parler aussi des autres coureurs qui sont présents dans ce top 10 et au-delà, puisque pour le coup il y aura peut-être davantage à dire, puisque Vingegaard était un peu au-dessus du lot, on va le dire ainsi. Déjà, si on regarde les autres, en tout cas ceux qui sont bien classés, proches au classement général peut-être, est-ce qu'il y a des coureurs qui pour vous ont particulièrement fait bonne impression, marqué des points, que ce soit dans leur tête ou dans la tête des adversaires en vue du Tour de France? Adam Yates. Adam Yates, deuxième du classement général. Ce Dauphiné, qu'est-ce que ça va pouvoir lui permettre en vue sur le Tour de France? Alors même si dans son équipe, Pogačar sera toujours le leader absolu, on sait qu'il revient de blessure et on sait aussi que Vingegaard c'est le vainqueur sortant et Adam Yates il peut avoir le rôle de Roglič sur le dernier Tour de France, à savoir le gars qui sera là pour titiller Vingegaard. Il est suffisamment fort pour que ce soit une menace et que la Jumbo ne puisse pas lui laisser du temps comme ça gratuitement. Et donc ça peut être un allié de poids pour Tadej Pogačar pour dynamiter la course à grande échelle. Donc c'est plus un allié de poids que potentiellement pouvoir être un leader de rechange si Pogačar n'est pas en mesure de prendre le départ du Tour et pas suffisamment bien remis une fois sur le départ. Je sais pas ce qu'il peut espérer en tant que leader unique. C'est plus un coureur que je verrais profiter à la rigueur d'une situation de course pour faire vraiment un gros résultat. S'il se retrouve par un coup du sort leader unique de UAE, je pense qu'il peut espérer un top 5. Après, en plus, il y a une limite pour lui, pour toi concernant Adam Yates. Ouais, il a déjà fait 4ème, mais depuis, ça reste quand même on n'est plus sur du fond de top 10. Les 2 derniers tours qu'il fait, il finit 9ème. Pour moi, si vraiment il y a plus, il a profité justement que Jumbo marque Tadej Pogačar et que lui puisse récupérer du temps. À la pédale, je pense qu'il a un bon top 5, mais que le podium, c'est la marche un peu plus haute, un peu trop haute pour lui. Louis, qu'est-ce que tu en penses de ton côté d'Adam Yates? Quel rôle ça peut lui mener sur le Tour de France au vu de sa performance sur le Dauphiné? Un peu comme le disait Anselme,
Au départ, il sera le lieutenant de luxe en montagne pour Pogacar, dans le sens où à l'heure qu'il en est, UAE part avec Pogacar comme leader, donc en théorie, Yates sera à son service. Maintenant, on ne peut pas écarter évidemment la question de la condition de Pogacar, même si a priori ça devrait aller. On verra, c'est le terrain qui parlera. Mais ce que je trouve intéressant avec Yates, c'est qu'à la différence, par exemple, d'un Kuss chez Jumbo-Visma, Yates, il va pas se relever en première semaine. Yates, il restera au contact, au général, il sera, je pense, même presque protégé pour être justement ce deuxième larron qui peut venir mettre un peu le trouble et du coup créer un surnombre en montagne qui peut mettre en difficulté la Jumbo-Visma. À la différence, voilà, par exemple, de Kuss. C'est un truc que je trouve qui pourrait être intéressant. Et on parlait notamment de Roglic l'année dernière. Si on a eu ce qu'on a eu là au col du Granon avec Roglic et Vingegaard qui harcèlent Pogacar, c'est parce que Roglic, on sait ce qu'il est capable de faire. Et même s'il était blessé, Pogacar, il s'en méfiait. Et si Roglic n'était pas aussi bien placé au général, euh, Pogacar aurait pu par exemple le laisser partir et on n'aurait pas eu tout ce phénomène d'harcèlement. Là, si tu as deux mecs vraiment placés au général, c'est comme ça que tu harcèles un leader. On l'a vu l'année dernière au Granon. Enfin, c'était surtout dans le Galibier, mais non, c'est ça, Télégraphe Galibier, c'est ça dans Moi, c'est ça, l'enchaînement, oui, si je c'est ne me vrai. trompe pas. C'est Roglic attaque au sommet du Télégraphe, puis toute la partie basse du Galibier, c'est l'enchaînement des attaques entre Roglic et Vingegaard. Voilà. Bon, ça se passera pas, je pense pas qu'on aura la même scène dans un autre enchaînement de col, mais c'est voilà, c'est le jeu d'équipe, c'est collectivement qu'on peut piéger un leader, on l'a vu l'année dernière. Donc, c'est-à-dire que en comparant à ce qu'on a pu voir cette semaine sur le Dauphiné, Adam Yates serait plus utile en tant que numéro 2 qu'en tant que numéro 1 face à Jonas Vingegaard. Bah, dans le sens où, pour moi, Pogacar est le leader incontesté, mais c'est le terrain qui parlera. Si jamais il n'est pas au contact sur les premières étapes, bah là, on a Adam Yates on va dire, en joker là-dessus. Titouan, qu'est-ce que tu en as pensé d'Adam Yates sur cette semaine, sur ce Dauphiné qu'on a vu ces derniers jours? Bah, pas grand-chose. J'ai pas l'impression qu'on a pris grand-chose de plus par rapport à ce qu'il a montré sur ses capacités. Ah, c'est un très 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 bon coureur sur des courses d'une semaine, ça voilà. En montagne, il avait des étapes qui lui convenaient. Il a bien limité la casse à une garde. C'était clairement le meilleur derrière le Danois. Mais je pense que dans son collectif, face à Jumbo-Visma, je pense pas qu'il sera un soutien à Pogacar. Même pas, je pense pas qu'il sera un soutien inutile ou pas. Je pense qu'il peut être un soutien utile. Mais avec ce qu'il a montré sur les grands tours et qu'il a fait en co-leader, enfin même on pense à l'année dernière où il était co-leader avec Geraint Thomas, surtout. Là, je pense qu'il sera plutôt en roue libre, pas en roue libre, en électron libre plutôt, et qui jouera sa carte pour faire un top 5, 6 de son côté, quitte à pourquoi pas essayer de dynamiter comme justement Anselme et Louis. Mais t'as vu que là, il va jouer plutôt le top 5 et il a montré qu'il avait les capacités. Et je pense que cette course, c'était aussi une manière de montrer à sa hiérarchie que bon, il avait des gens pour avoir ce niveau face à Vingegaard. Oui, Mais, un peu de rassurer, de voilà. dire, vous inquiétez pas les gars, je peux être là, je peux répondre présent. Exactement. Mais après, est-ce qu'il va vraiment être utile à Pogacar? Est-ce que Pogacar a vraiment besoin de quelqu'un comme Yates pour l'aider? Je sais pas. Sachant qu'en plus, Yates a rarement montré des vraies capacités d'équipier. Enfin, c'est rarement muet dans ce rôle, à vrai dire. Alors justement, tu disais, Adam Yates, on n'a pas appris grand-chose de lui sur ce Dauphiné. Est-ce que pour toi, il y a un coureur dont on a appris quelque chose en positif, on va dire, parce qu'on parlera un peu des déceptions positif, ensuite, sur ce Dauphiné? Je dirais Jay Hindley, parce que bon, il me semble que c'est la première fois qu'il prépare vraiment le tour. Là, il a un statut de vainqueur de grand tour désormais. Il reste toujours dans l'ombre, et là, il a montré quand même que bon, il avait la forme qui montait. Ça va être son premier Tour de France, oui, Jay Hindley, le vainqueur du Giro 2022. Il a la forme qui monte. On le sentait de mieux en mieux au fil des étapes, et je trouve qu'il a été assez impressionnant sur l'étape où Vingegaard, justement, met un gros écart sur l'étape 5. Enfin, impressionnant, il a fait une belle étape. Puis, ouais, il a montré qu'il était présent en montagne. En chrono, il répondait bien, bon, mais c'est inutile sur le tour. Et ouais, lui, je pense qu'il confirme, il a confirmé qu'il sera présent en juillet.
Anselme, Jay Hindley, il t'a donné confiance sur ce qu'on pourrait voir de lui en juillet? Et disons qu'il a répondu présent pour être là et pour, on va dire, assurer quelque chose. Mais il m'a pas donné confiance dans le sens où je me dis ça va être c'est un gars qu'on va voir à l'attaque en juillet, il va être là, c'est sûr, il peut aller chercher le podium. Je regardais ses résultats depuis sa deuxième place sur le Giro, il a fait un abandon au Giro et puis l'année dernière il fait premier du Giro et 10e de la Vuelta. Donc globalement il répond assez présent. Ça peut être un candidat sérieux au podium. Après, à voir le déroulé de la course, ça reste le Tour de France. Comme tu dis, il le découvre. Je pense qu'il, dans l'ensemble, il répondra présent. Mais c'est pas forcément le coureur qui m'a vraiment impressionné cette semaine. C'est-à-dire que toi, tu t'attendais à voir Jay Hindley attaquer et tenter des choses cette semaine? Bah, pas forcément attaquer, mais en fait, Hindley, c'est un coureur que je sous-estime beaucoup. Enfin, il est très fort, mais j'arrive pas à le voir comme un prétendant sérieux. Bon, c'est bien de le reconnaître, comme ça on peut rajouter plus 2 à la note que tu lui mets. Mais pour moi, c'est vraiment au meilleur, il aurait dû au moins être au niveau d'Yates. Là, il est à 1 minute à peu près. Donc, je l'aurais mis, il est quasiment dans les temps de Jack Haig. Pour vraiment qu'il met, s'il avait été au niveau d'Yates, je me serais dit, ok, il est vraiment là en forme. Après, bon, le Tour de France, c'est pas tout de suite, il y a encore quasiment 3 semaines. La préparation est encore longue. Oui. Et puis, comme on dit, la 3e semaine, elle est dans 1 mois et demi. C'est ça, ouais, tout à fait. Louis, est-ce que tu as un coureur à rajouter après Adam Yates et Jay Hindley? Alors moi, ça sera peut-être pas sur le plan du général, mais assez impressionné par le niveau affiché par Giulio Ciccone, quand même. Je trouve que c'est quand même à relever. Il fait un numéro vraiment sur la dernière étape qui va remporter à la Bastille. Franchement, chapeau. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il gagne le sprint du groupe maillot jaune sur l'étape de Grèce-Volant. Donc, il est vraiment costaud. Alors, je ne sais pas s'il a des ambitions au classement général pour le Tour de France. Je vois qu'il y a normalement Schelmose également dans son équipe. Mais moi, je le vois bien comme le baroudeur qui sera capable d'aller gagner 2-3 étapes en montagne. Parce que franchement, le niveau qu'il affiche, c'est assez impressionnant. Bah, c'est vrai que cette saison, on l'a vu sur Tirreno, sur le Tour de Catalogne, plutôt jouer le général. Je crois que c'était l'année dernière, je crois, il me semble, qu'il avait annoncé vouloir tenter de jouer vraiment encore les classements généraux avant de voir s'il pouvait encore avoir quelque chose à faire sur les classements généraux ou vraiment tout miser sur les étapes en tant que baroudeur. L'année dernière, ça avait été compliqué, il a eu quelques problèmes aussi. Là, cette année, le Giro, on sait ce qui s'est passé pour lui, il a pas pu le faire. Il se rabat sur le Tour de France. C'est peut-être l'occasion, entre guillemets, presque limite l'occasion ou jamais pour lui de montrer qu'il est en mesure de jouer un classement général sur un grand tour, ce qu'il a jamais encore pu montrer jusqu'à présent. Ouais, clairement, il a la bonne tête du coureur qui va être dans le top 5, top 8 général pendant genre 15 jours et peut-être du coup s'effondrer sur les dernières grosses étapes de montagne, mais il affiche une sacrée forme. Un peu à la Bauke Mollema, quoi. Ouais, ou à la Galopin aussi, qui avait fait sur 2-3 années un peu comme ça, où il était premier français du général et après il s'effondre un peu sur les dernières étapes. Bon, Tito Anselme, Giulio Ciccone, il vous a marqué vous aussi sur ce Dauphiné cette semaine? Il a montré que c'était presque le grand favori pour le maillot à pois. Il me semble qu'il avec cet objectif affiché. Et entre son punch, ses facultés en montagne, ses facultés à prendre les bonnes échappées, ça risque temps. Et puis sa forme en montagne, quoi, globalement. Sur la Bastille, en plus, il a fait une très belle montée, le même temps que Jay Hindley, il me semble. Parce qu'il montre une belle forme, parce qu'il s'est quand même pas économisé, il a attaqué, il a fait tout un raid en solitaire. Et comme lui, il m'a agréablement surpris. Bon, après, je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport aux autres, mais voilà. Bon, alors on a quand même parlé du deuxième, du quatrième et du vainqueur du classement de la montagne. On pouvait pas non plus qu'on s'arrête là sur les bonnes notes sans parler du troisième du général, ça ferait un peu tâche. Alors je sais qu'il est dans une équipe française, on parlera après des Français, mais là on a quand même l'occasion de parler de Ben O'Connor, le leader d'AG2R Citroën, qui vient monter sur le podium.
Troisième du Dauphiné pour la deuxième année consécutive. Est-ce qu'on peut dire le concernant que c'est un peu le retour à son vrai niveau par rapport à ce qu'on avait vu depuis le début de saison où ça avait été un peu plus compliqué pour lui? C'est une des bonnes satisfactions. On sait que AG2R vise toujours le général sur le Dauphiné. Je crois que c'est la 4e fois qu'ils mettent un coureur sur le podium depuis 2016. Donc c'est plutôt pas mal pour cette équipe. Après, est-ce que ça nous surprend de voir O'Connor à ce niveau-là? Plus ou moins. Mais en tout cas, ouais, c'est rassurant. J'espère que pour lui, qu'il n'aura pas les soucis qu'il a connus l'année dernière, notamment l'étape des pavés qui avait été très compliquée. Je crois également qu'il était tombé malade, ou qu'il était tombé, je ne sais plus, mais Il était tombé à 2 reprises. ouais. Donc ouais, s'il a au niveau, bah, ça peut être un sérieux prétendant au top 5. Je crois qu'il y a déjà terminé 4e, je crois, si je me trompe pas, Bah, du tour. 2021. C'est 2021, ça. son très beau Tour de France. Donc ouais, vraiment un outsider. Voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et c'est un corps dont on connaît pas vraiment ses limites. Je trouve qu'il est toujours capable de nous surprendre. Et ouais, intéressant à suivre. Anselme, Titouan, vous m'excuserez de parler d'un coureur d'AG2R, hein, mais j'étais quand même forcément obligé de parler du troisième du général, quand même. Oh, bon, on t'en voudra pas pour ça, c'est évident. Surtout qu'il fait un peu une saison différente. Enfin, l'année dernière, il avait été très régulier sur les courses World Tour. Et puis, il était arrivé 3e du Dauphiné. Et puis finalement, le Tour de France, c'était bien passé. Là, elle est un peu plus compliquée sa saison. Et il arrive finalement sur le Tour avec moins de certitude. Et puis là, il montre quand même qu'il est en forme. C'est un peu se rassurer au meilleur moment, quoi. Par contre, si moi j'avais un autre truc pour ceux qui m'ont impressionné, c'est ça a longtemps crié au complot sur leur présence sur le prochain Tour de France par rapport aux petits hommes orange. Mais les Uno X, en plus de faire un très très bon début de saison, ils font un très bon Dauphiné avec Tren qui fait 8e et Johansen 15e, plus un podium d'étape pour Johansen. Ouais, puis au final, c'est limite pas le coureur qu'on attendait le mieux classé qui finit le premier, quoi. Parce qu'on attendait plus Tobias Johannessen et c'est Torsten Tren qui finit premier. Enfin, les deux arrivent très en forme. Ça, plus à côté, c'est Rasmus Stiller qui gagne une course en Belgique dont j'ai pas le nom. À travers le Hagland. Ouais, voilà. Un gars comme Christophe qui globalement répond assez présent. Enfin, on va avoir une équipe très intéressante à suivre. Alors, je ne sais pas ce que peuvent donner les deux Norvégiens là sur le classement général, mais ce serait pas surprenant que l'équipe reparte avec une victoire d'étape au moins. Et on a une pensée évidemment donc pour les supporters de Skaltel Euskadi. Ça va leur faire. On adorait voir Biscara faire 9e du Dauphiné, 8e, mais bon. Ah, ça va être 14e du Mont Ventoux dénivelé challenge et puis. Probablement. Bon, on sait que les supporters de Skaltel, c'est que il y en a un qui est sur le forum sur Twitter qui a fini par abandonner sa lutte. Pourquoi Skaltel aurait dû être sur le Tour de France et pas Uno X? Vu comment Uno X performe, il s'est rendu à l'évidence un petit peu. Mais bon, c'est bonne ambiance, hein, évidemment, toujours. Bon, à présent, une fois qu'on a fini un peu les bonnes notes et les belles perfs de ce Dauphiné, un mot sur des coureurs qui vous ont peut-être déçu globalement sur cette semaine. On parlera des Français ensuite, hein. Je n'oublie pas les Guillaume Martin, les Julien Philippe, etc. On viendra sur les Français ensuite. Mais déjà, un petit mot, est-ce qu'il y a des coureurs en particulier qui vous ont déçu sur cette semaine, dont vous attendiez mieux en termes de performance? Je l'avais donné vainqueur, donc Edric Mas. Edric Mas qui finit 17ème. Donc tu avais tapé juste, Anselme. Ouais, je vais pas mentir que j'attendais un petit peu mieux du coureur espagnol. Alors c'est pas, on va dire, il est mieux placé que Gaudu. C'est pas le dernier des favoris des prétendants au général du Tour de France, certes, mais bon. Ouais, c'est ça, il fait même un top 10 sur une étape. Il finit quand même à 8 minutes 40 de Jonas Vingegaard, quoi. Ouais, non, c'est pas très très rassurant. Après, on sait que l'année dernière, il avait pas fini le Dauphiné. On sait que c'est un coureur qui
qui vise l'enchaînement Tour Vuelta. Donc, si globalement les coureurs évitent d'être en forme trop tôt avec cet enchaînement-là, encore plus, il faut faire attention à pas arriver trop vite en forme trop tôt. Sinon, c'est un coup à finir le Tour de France cramé et faire une Vuelta fantomatique. Donc, je pense qu'il ne sera pas complètement à la ramasse en juillet. Donc ça, c'est une explication que tu avais oubliée il y a 2 semaines quand tu avais donné ton favori pour le Dauphiné. Oui, tout à fait. Ouais, j'avais regardé la start list, mais... Et tu t'étais emballé Ouais, forcément. Et puis Vingegaard avait déjà été pris par un autre. Je pouvais pas... Fallait un peu essayer de Il fallait changer, prendre le contre-pied. Non, mais je pense que je l'attendais quand même peut-être aller fond de top 10, ça aurait été quand même plus rassurant. Là, il est quand même assez loin. Je suis pas... Enfin, on va dire que c'est pas complètement inquiet pour l'Espagnol. Hein. Je pense qu'il devrait être dans le jeu en juillet. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rassurant, c'est sûr, qu'à l'approche du Tour de France. Louis, de ton côté, est-ce que c'est Enric Mas qui t'a déçu qui t'aurait déçu particulièrement sur cette semaine, ou un autre coureur que tu espérais mieux? Je crois que c'est Anselme qui en parlait qui en parlait en début d'émission et j'étais pas forcément d'accord sur son avis. C'est Richard Carapaz. Alors, je lui reprocherai pas du tout son esprit, on va dire, combatif, d'avoir essayé de mettre en difficulté Vingegaard et les autres favoris, notamment sur l'étape de Salins-les-Bains. Mais moi, justement, c'est un petit peu déçu physiquement. Après ce qu'il nous avait montré sur la Mercantour classique, où bon, après la concurrence était ce qu'elle était, hein, c'était donc Lenny Martinez notamment. Le niveau était pas fou, mais je m'étais dit le soir-là, ah, ok, bah Carapaz, il est déjà en bonne condition. Il sortait en plus d'un stage en altitude, je crois déjà à ce moment-là. Je me suis dit, bah ouais, on pourra le voir au moins dans les 10 premiers du général sur le Dauphiné. Et finalement, on a vu que physiquement, ça répondait pas forcément comme il le voulait. Donc voilà, moi c'est plus Carapace que j'ai trouvé en dedans par rapport à ce qu'il avait montré juste avant. Après, c'était sur une course d'un jour, c'est toujours particulier de comparer. Mais ouais, si je devais en donner un, ça serait Carapace. Après, voilà, j'accepte le débat et qu'on soit pas forcément d'accord. Après, concernant Richard Carapaz, alors on va préciser, hein, il finit 36e au classement général à 35 minutes. Il a quand même perdu quasiment tout son retard sur la dernière étape où il finit dans les 10 derniers de l'étape à une demi-heure de Jonas Vingegaard. Donc il y a aussi, pour préciser, il a quasiment tout perdu sur la dernière étape. Spécialité IF, puisque Chavez fait pareil, il perd 24 minutes sur cette étape. Justement, Anselme, alors on va revenir un peu dessus. Comme toi, tu le défendais au début du podcast, tu disais qu'il avait fait plutôt une bonne course. Qu'est-ce que tu as à dire qu'est-ce que tu as à répondre à Louis pour défendre le champion d'Équateur? C'est pas forcément une bonne course, parce que le résultat n'est pas là, mais il s'est montré incisif. Alors je sais pas s'il se sentait fort ou si il avait envie de s'essayer. Enfin, quand sur une attaque, on est capable de mettre tout le monde à distance, sauf Vingegaard, bah, c'est quand même rassurant sur le niveau. Alors, il a manqué je sais pas si on va dire l'endurance, la résistance pour poursuivre son effort. Je pense que le petit coup, le boomerang qui s'est pris, il a peut-être un peu freiné sur les autres jours. Mais moi, je suis pas inquiet et je pense que il va arriver au Tour de France suffisamment frais et en forme, et qu'à ce moment-là, c'est pour moi peut-être le troisième homme derrière le Slovène et le Danois. Et on complète donc notre tour des déceptions, on va dire un petit peu comme ça. Titouan, qu'est-ce que tu citerais? Est-ce que tu rejoins Louis sur Richard Carapaz, Anselme sur Enric Mas, ou un autre coureur dont tu espérais mieux? Je rejoins surtout Anselme sur Enric Mas, parce que Richard Carapaz m'a pas particulièrement déçu, même s'il m'attendait à mieux. Il s'est montré offensif, il a montré qu'il pouvait avoir des jambes pas trop mauvaises. Bon, il a le bénéfice du doute. J'aurais pu citer David Gaudu, mais on y reviendra après pour les Français. Et voilà, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, ça fait encore mal. Mais on parlait de Skeltel.
Ça me fait penser à Mikel Landa, qui a été assez décevant. Il a fait un Dauphiné assez anonyme, alors qu'il avait un parcours en montagne relativement à sa convenance. Puis on sait qu'il vise le Tour. C'est une des dernières années où il a l'âge de le faire. Il va avoir 34 ans, il commence à se faire vieux. Et il n'a pas été très flamboyant, alors que sur ses courses de prépa, il peut se montrer assez bon. Bon, il y a des exceptions, évidemment. On pense à Tour des Alpes en 2022, avec leur podium Giro. Mais voilà, Mikel Landa était assez décevant, je le trouve. Et assez supplanté par sa formation Bahreïn. Davantage du Jack Egg qui sort du Giro, qui avec la surcompensation a fait top 5-6 et a laissé son leader assez loin dans les classements. Donc c'est-à-dire que pour Mikel Landa, ça va être peut-être compliqué d'arriver au top au Pays Basque pour espérer prendre le maillot jaune dès les premiers jours, quoi. Ah oui, là c'est sûr. Bon, dans tous les cas, de base, le profil lui correspond pas. A fortiori quand il y a Van Aert et Van Der Poel et Pogacar et Vingegaard en face. La mission maillot jaune dès le premier jour était compliquée. Mais je pense qu'il limitera très bien la caisse sur les Pyrénées, mais il va falloir qu'il se retape d'ici là. Et voilà pour qu'il puisse délimiter le peloton en juillet. Donc voilà pour ce bilan international, on va dire, du Critérium du Dauphiné. À présent, je vous propose d'évoquer les coureurs français. On va déjà parler du positif, à commencer par le coureur qui est le mieux classé au classement général. Déjà, je vous propose Guillaume Martin, 6e du classement général. Alors j'ai été regarder sur une course par étape World Tour d'une semaine, même sur une course par étape World Tour tout court, c'est son meilleur résultat depuis Paris-Nice 2021. Donc est-ce qu'on peut dire que pour Guillaume Martin, cette 6e place, comme à l'époque sur Paris-Nice en 2021, ça vient donner de bons espoirs en vue du Tour de France? C'est bon signe pour juillet? Oui. Ça veut dire que ma question était nulle et que t'as pas envie de répondre, Anselme. Non, mais parce qu'il n'y a pas. Enfin, on l'a c'est un de ceux qui n'a fait que monter en puissance tout au long de la semaine. On sait que il a tendance quand même à répondre présent sur les grands rendez-vous régulièrement. C'est pas forcément le coureur qui fait plus de bruit, mais il est rassurant. Il arrive sur le Tour de France, qui est une course qu'il connaît bien. L'année dernière, il avait fini par abandonner. Il sortait en plus du Giro, donc... Il avait eu le Covid sur le Tour de France l'année dernière. Oui, c'est ça. Et il sortait d'un Giro, pas forcément en demi-teinte, mais on en attendait un peu mieux, même s'il avait été assez bon sur certaines étapes. Disons que il a au moins, avec la forme qui monte là, et puis le parcours un peu très léger en chrono qui l'avantage clairement, il a l'opportunité d'aller, pourquoi pas, chercher égaler son résultat de 2021 8e, voire selon l'effet de course, parce qu'on sait qu'il y a toujours quelques favoris qui passent à la trappe, chute, méforme, et puis craquante, de pourquoi pas viser un peu plus haut si, on va dire, sa forme ascendante se confirme sur le Tour de France. Louis, qu'est-ce que tu en penses de Guillaume Martin sur ce Critérium du Dauphiné? C'est une belle perf, il est à sa simplement il est à sa place, quand on voit qu'il devance Luis Menchis et Torsten Tren. Ce qui est rassurant surtout, c'est la montée en puissance. C'est comme l'a dit Anselme, c'est qu'il fait un bon chrono pour son niveau, pour sur ce qu'on sait de lui qu'il est capable de faire, c'est plutôt correct. Et puis voilà, le niveau est augmenté au fil des jours. Donc moi j'ai bien aimé également sa gestion de l'effort, notamment sur la montée de la Bastille où il a jamais cessé de grappiller des places un par un. Enfin, je trouve que dans la gestion de l'effort, c'était plutôt sympa. Puis je pense qu'il a fait le boulot en termes dans sa prépa. On sait notamment qu'il a été faire un petit stage dans des chambres hypoxiques du côté de Prémanon dans le Jura. Donc c'est pour expliquer rapidement, c'est dans des chambres où on simule une altitude qui peut aller jusqu'à 4500 mètres. Alors je sais pas à quel niveau il l'a mis dans ces chambres, Mais en tout cas, après Manon, on n'est pas à 4500 mètres.
Non, on est à 1200 pour être exact, mais donc voilà, je pense que la prépa s'est bien passée. J'ai vu notamment qu'il était prévu au moment où tout dénivelé de challenge, mais que finalement il n'y participera pas. Donc je pense qu'il jauge que son niveau est suffisant et que peut-être que pour le moment il faut plutôt prioriser sur de la récupération post-Dauphiné pour mieux monter en puissance après pour le tour. Donc je pense qu'il est rassuré sur sa condition et qu'on va pouvoir au moins vibrer pour le Tour de France. Voilà, il faut juste espérer qu'il lui arrive pas de soucis. Et on parlera des championnats de France plus tard, mais curieux. Curieux de voir s'il va y aller déjà, parce qu'on sait que parfois les leaders boycottent, entre guillemets, le championnat de France à une semaine de tour, mais Surtout que c'est curieux de pas voir à ce qu'il est côté capable de faire là-bas. géographiquement. Entre, Ouais, entre ouais, c'est ça. casser le Pays Basque. Bon, on aura l'occasion d'y revenir à la fin de ce podcast. Titouan, pour finir, concernant Guillaume Martin, quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'ont dit Anselme et Louis sur la performance du grimpeur normand? Moi, j'ai presque peur qu'il soit en forme trop tôt, finalement. Oui, il paraît quand même assez fort. Mieux que qu'il a montré d'autres fois. C'est-à-dire que pour toi, c'est-à-dire que toi, limite, tu le vois déjà presque à 100%? C'est ça. En fait, j'ai peur qu'avec sa frustration de son début de saison, qu'il a lui-même jugé le pire depuis le début de sa carrière, j'ai peur qu'il ait trop travaillé, qu'il en ait beaucoup trop fait à l'entraînement et il arrive du coup en forme maintenant, mais que pendant 3 semaines et pendant 3 semaines, il a un peu plus de mal. J'espère me tromper. Après, et je connais pas ses entraînements, tout ça, enfin, comme tout le monde, mais c'est ma crainte. Cela dit, si on part pas du principe qu'il est en forme trop tôt, qu'il est dans ses temps de passage, bah oui, je rejoins Louis notamment. Je pense qu'il va nous faire vibrer en juillet et que ça peut être notre meilleur français au classement général. Donc on prend les paris, donc Titon, toi tu nous dis Guillaume Martin sera le meilleur français devant du David Godu, du Romain Bardet. Si il n'est pas en forme trop tôt, mais Devant Thibaut Pinot? ah, Il là, faudra je déjà pense voir si Pinot est au départ du Tour de France, hein, pour l'instant on sait pas, mais... oui, mais Alaphilippe sera devant Pinot, je pense, au classement général presque. Donc, Oh là là, double prono. là, je fais ce pari. Je sais pas si Guillaume Martin sera le meilleur français, mais je pense qu'Alaphilippe sera devant Pinot au classement général. Allez. Bon ben écoute, on verra ça dans un mois et demi à peu près, et on fera le bilan. On a déjà les premiers pronos pour le Tour de France, hein. C'est précoce. J'espère que t'es pas en forme trop tôt toi non plus, de Titouan. Sinon ça serait dommage. Bon, donc voilà pour Guillaume Martin. Bon, en tout cas, donc sixième place sur ce critérium du Dauphiné. On va rappeler qu'il avait déjà fait mieux, hein, sur un critérium du Dauphiné, c'était en 2020, où il avait pris la 3e place. Alors c'était un critérium du Dauphiné assez particulier, avec le placement dans la saison, seulement 5 étapes, puis il avait fini 11e du classement général du Tour. Même s'il avait été bien placé pendant la bonne première moitié à peu près du Tour de France. À présent, un autre coureur qui a marqué aussi de son empreinte, hein, on peut le dire, ce critérium du Dauphiné, c'est Julien Alaphilippe, côté français bien sûr. Julien Alaphilippe qui termine 10e du classement général, mais c'est presque pas ça le plus important, c'est le fait qu'il remporte une étape, il s'impose sur la 2e étape à la Chaise-Dieu, sur un sprint un peu en montée. Est-ce qu'on peut dire que là, Julien Alaphilippe, qui vient comme ça remporter sa 2e victoire de la saison, il me semble avoir vu en plus ça tomber pile 100 jours après sa victoire précédente sur l'Ardèche Classique, est-ce qu'on peut dire que Julien Alaphilippe est en train de revenir à son meilleur niveau, et ce qui serait presque au meilleur moment en vue du Tour de France? Anselme ? À son meilleur niveau, je sais pas. Parce que je pense qu'à son meilleur niveau, il accroche Ciccone un peu plus longtemps sur la dernière étape. Mais clairement, il est revenu à un niveau où, contrairement à l'année dernière, normalement, sa sélection, elle fait pas débat sur le Tour de France. Si je dis pas de conneries, il doit y être. Enfin, je sais pas, les startistes n'ont pas été officiellement dévoilés, mais... Oui, et puis il était en reconnaissance avec Rémi Cavagna dans les Alpes, donc il n'y a pas trop de doute là-dessus. Autant l'année dernière, le fait qu'il soit pas au départ, on pouvait le comprendre. Autant si cette année il y est pas,
On se dirait que Patrick, il a vraiment un truc contre lui. Et là, enfin, on arrive dans une situation où on se dit, au vu des étapes, notamment de la première semaine, on peut, pourquoi pas, le revoir en jaune, et il peut à nouveau lever les bras sur le Tour de France. Donc ça te donne des espoirs, ce qu'on a vu de la part d'Alaphilippe sur ce Dauphiné. Bah, désespoir, je sais pas, j'apprécie pas forcément le coureur, mais globalement, enfin, ça restera un coureur à surveiller quand il tentera un mouvement de course. Faudra pas le laisser filer comme ça parce que bon, enfin, maintenant on commence à connaître le garçon et il peut être très fort sur le Tour de France. Titouan, est-ce que toi ça t'a donné des espoirs la performance de Julien Alaphilippe? Attention, c'est pas parce que j'ai dit qu'il allait finir devant Pinot que j'ai dit qu'il allait faire un bon tour. Nuance. Mais non, plus sérieusement, oui, il m'a redonné espoir. Pas pour faire un tour à la 2019, mais plutôt pour nous faire un tour à la 2018. Je pense qu'il a les cannes pour rivaliser dans les échappées en montagne. Il a été, ouais, il m'a assez impressionné sur les pentes les deux pentes, enfin les deux étapes de montagne des Alpes du week-end. Et même Grèce Volant, il fait une belle étape. Donc oui, il a redonné espoir, surtout que ça fait longtemps qu'on l'a plus vu à ce niveau, donc peut-être que personnellement je suis biaisé et je me dis qu'il fait quelque chose de fou, alors que bon, c'est juste qu'il il nous a plus habitués aussi bien. Et oui, il redonne de l'espoir largement. Et Louis, pour compléter, on est en train de retrouver le vrai Julien, entre guillemets. Dans la lignée de l'avis de Titouan, ouais, il met des garanties hein, sur sa condition. Là-dessus, il n'y a pas trop de doute. Enfin, le revoir peser sur la course comme ça, le sprint qui sort, bon, ok, il bat Carapaz et l'arrivée était assez particulière parce que ouais, ça faisait pendant 5-6 minutes, les coureurs étaient en prise sur une portion un peu en faux plat. Ouais, c'était quand même costaud. Enfin, on l'a senti quand même puissant. Mais en tout cas, pour moi, Julien, il vise un peu cet enchaînement championnat de France et les 2 premières semaines du Tour. Pour moi, c'est là où il sera le plus en forme. Le parcours des championnats de France, on y reviendra juste après, mais il est parfait pour lui. Et ce début de Tour de France avec les étapes dans le Pays Basque et on va dire des étapes pyrénéennes qui sont pas insurmontables. Il y a franchement moyen qu'on le voie bien peser sur la course sur les 2 premières semaines. Après la troisième, on verra, c'est encore dans longtemps, mais Julien, ouais, il arrive à son top pour l'été. Donc ça veut Et tant dire que mieux. là, il revient à un niveau où on peut l'imaginer maillot jaune sur le premier week-end du Tour de France. Bah, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il va faire partie des prétendants. Et que dans tous les cas, c'est la meilleure carte pour son équipe pour aller chercher ce maillot jaune. Après, l'adversité, voilà, à un moment donné, on en aura du Van Aert, on aura du Van Der Poel, on aura du Pogacar, on aura toute la clique de mutants et les autres outsiders. Donc ça sera pas facile, on dit pas qu'il va le faire, mais il sera dans les prétendants et il faudra le surveiller. La petite giclette de Julien. Bon ben voilà, autre belle performance côté tricolore, qui a donc été l'un des deux Français à remporter une étape. On n'oublie pas évidemment la victoire d'étape de Christophe Laporte, le premier jour qui avait ainsi et le troisième jour. On était très bien parti sur ce Dauphiné, Laporte vainqueur de 2 étapes et qui en avait profité pour porter pendant plusieurs jours aussi le maillot jaune. Voilà, il avait profité, hein, sans Wout van Aert, il pouvait disputer les sprints comme ça. Donc c'était une situation qui lui convenait parfaitement. Un autre point concernant les coureurs parmi les coureurs classés qui visaient le général, là côté un peu déception, Titouan, tu en avais parlé un petit peu tout à l'heure, sans trop vouloir vraiment évoquer le sujet dès à présent, c'est David Gaudu. David Gaudu qui termine 30e du classement général à 25 minutes et 49 secondes de Jonas Vingegaard. On va pas s'accorder sur le fait que c'est un bon Dauphiné, c'est quand même un résultat qui est pas très bon pour le Breton. Mais pour autant, est-ce que c'est inquiétant en vue du Tour de France qui arrive d'ici 3 semaines maintenant? C'est inquiétant dans la mesure où on l'a pas vu monter en puissance. Je disais sur le forum que c'était normal de pas être en forme en sortie de stage quand on l'a vu un peu en difficulté sur l'étape 5. Et là, on l'a pas vu monter en puissance. Il faisait grise mine quand même.
Sur les sables de montagne, on l'a jamais vu à son avantage. Son coéquipier Lenny Martinez a été bien meilleur. Bon, ça ne présage rien de la forme de Godu, mais voilà, ça montre quand même qu'il y a un souci au niveau de la préparation. Et ce qui est inquiétant ou rassurant selon le point de vue, mais ce que je trouve inquiétant, c'est que Valentin Madouas, qui était avec lui en stage aussi, était hors de forme également. Donc, est-ce que va y avoir une montée en puissance en 3 semaines? On peut l'espérer, on peut le souhaiter, mais c'est pas gagné d'avance. Ils déclaraient après qu'ils avaient tout bien fait, qu'ils avaient peut-être tenté de nouvelles choses. Peut-être que ça n'a pas fonctionné. Ils ont aussi dit il me semble que c'est Mauduit qui a parlé qu'ils en aient fait plus à l'entraînement que d'habitude, qu'il ait voulu pousser un tout petit peu plus qu'au préalable et que ça n'a peut-être pas fonctionné. Donc, bon, à voir s'il pourra se refaire. Mais non, c'est quand même assez inquiétant, je trouve, à 3 semaines du Tour d'être seulement à ce niveau-là. Oui, c'est un peu un peu l'aspect de la préparation qui aurait été moins bien encaissé pour Godu, et pas que, hein, puisque Valentin Madouas c'est dans ce cas également. Après oui, tu parlais de comparer avec Lenny Martinez. Lenny Martinez pour le coup n'est pas dans la même préparation puisqu'il fera pas le Tour de France. Il est revenu à la compétition un peu plus tôt puisqu'il avait couru la marque en Tour classique. Bon après voilà, on sait que les coureurs de Groupama FDJ sont repartis en stage, il me semble, dans la foulée du Dauphiné pour continuer de préparer le Tour de France. Donc il y aura encore des ajustements. Anselme, de ton côté, est-ce que c'est inquiétant pour toi aussi ce qu'a montré David Gaudu sur ce Dauphiné en vue du Tour de France? Bah, ce qui est inquiétant, c'est que lui aussi, il semble pas vraiment comprendre pourquoi il est si vraiment en retard. Enfin, on l'a senti vraiment déçu, déçu de son résultat. Est-ce que je suis inquiet? Je sais pas. Je pense qu'il arrivera à être là au mois de juillet. L'année dernière, il était aussi un peu en retrait sur le Dauphiné, mais on l'avait senti. Enfin, il avait gagné une étape face à Van Aert. Il avait montré des choses. Là, il a vraiment été transparent. À côté de ça, son début de saison est très bon. Oui, c'est sûr que ce qu'on a vu de Gaudu sur ce Dauphiné, c'était à des années-lumière de ce qu'il avait montré sur Paris-Nice. Donc, je pense qu'il sera, ou même autour du Pays Basque, où il avait été, même si plus en retrait face à Vingegaard. Enfin, il finit 4e, donc bon. Je pense qu'il répondra présent sur le Tour de France, mais il sera potentiellement peut-être en retrait sur le premier week-end, première semaine. Bon, après, de toute façon, c'est pas sur le premier week-end que le Tour de France va se gagner. Hein, donc, Non, mais il peut se perdre. Voilà. Merci Thierry Adam. Donc on est même pas sur le Tour de France, on attaque déjà les poncifs. Ouais. Oh, c'est terrible. Bon, après, pour revenir un peu sur David Gaudu, sur les déclarations un peu, j'avais lu que Gaudu, me semble, avait dit un peu un peu en substance qu'il avait vu notamment sur la 5e étape, que ça suivait pas, ça marchait pas, et que dans la tête un peu, il était presque un peu limite déjà passé à autre chose, à penser plus au Tour de France qu'au Dauphiné en lui-même. Il y a peut-être un peu ce côté-là où se dire bon bah la première étape s'est pas bien passée. Je sais que le général c'est un peu fichu. Maintenant je vais faire attention à moi et repasser en mode préparation plutôt que vraiment en course et faire attention à pouvoir vraiment revenir à temps comme il faut pour le Tour de France. Hein. En fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que on va dire que la contre-performance du chrono a été un coup de massue mental et qu'il l'a sorti complètement de la course, ou est-ce qu'à ce moment-là, il se dit bon, bah, ok, la forme elle est pas encore là à 100% et je rebascule vraiment dans ce côté prépa. Mais à quel point cette performance du chrono a joué dans sa tête? Moi, franchement, j'en sais rien. Et, Après et le chrono, pour- le chrono, j'ai envie de dire c'est pas Ah, un il s'a- bon je chrono, pense- mais c'est pas mauvais non plus quoi. je pense qu'il s'attendait à mieux quand même. Oui, oui, Je oui. pense. Je pense Mais en meilleure forme, il aurait pu faire mieux. Après, par, bah, par rapport aux coureurs qui sont un peu autour de lui, c'est pas non, j'ai envie de dire, c'est pas déshonorant, c'est pas ça qui m'a semblé le plus inquiétant sur sa semaine, quoi. et par rapport au tour, moi, à titre personnel, je suis pas foncièrement inquiet
Genre, Voilà. je peux pas dire. Un peu de positif quand même. J'ai pas de certitude pour dire il va être en forme sur le tour ou il va être complètement largué. Ça, j'en ai pas les certitudes. Par contre, je puisse comprendre qu'on puisse avoir des craintes. Moi, notamment, là, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est le tour 2019 de Bardet où il arrive avec le surentraînement. Et à aucun moment, il y a cette craquante à la planche des belles-filles. Et derrière, l'étape complètement foirée, là, où ça arrive complètement largué au tour Malais, exténué. Et voilà, moi, c'est la seule crainte qu'on ait un tour comme ça de Godu, parce que honnêtement, le niveau, il l'a. Mais voilà, ça peut arriver de toute façon dans une prépa. Euh, enfin, ces coureurs sont quand même humains. Enfin voilà, ça peut arriver des loupés. Après voilà, il reste quand même 3 semaines pour rectifier le tir s'il y a des choses à rectifier. Il C'est reste encore long. C'est-à-dire qu'en fait, il reste encore la durée d'un Tour de France avant le Tour de France, donc il peut Bah, se passer des choses. c'est exactement ça. Hein. Donc non, faut pas enterrer David Godu par rapport à ce qu'on a vu sur le Dauphiné. Par contre, je peux comprendre qu'on puisse ne pas être serein à 100% compte tenu de ce qu'on a vu et c'est totalement légitime. Mais voilà, c'est encore long. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est enfin au niveau des déclarations, ce qu'on a pu voir après la fin du Dauphiné, côté Groupama FDJ, on respire pas non plus la confiance, mais on n'est pas non plus dans le défaitisme. Donc voilà, c'est de se dire un peu, bon, il reste du travail à faire, mais on a du temps encore pour faire ce travail. L'avantage, c'est qu'il y a une semaine de plus que s'il s'était planté sur le Tour de Suisse. Là, il reste encore 3 semaines d'ici le départ du Tour de France. Il faudra bien voir comment tout cela évoluera, mais bon. En tout cas, c'est sûr que David Gaudu n'abordera pas le Tour de France en ayant été rassuré sur ce qui était homme du Dauphiné. C'est la seule certitude qu'on devrait pouvoir avoir d'ici le départ du Tour de France de Bilbao, en tout cas. Voilà donc pour les principaux résultats français. Voilà, je vais vous dire un mot sur les autres équipes françaises. Alors, on a déjà évoqué AG2R Citroën avec la 3e place de Ben O'Connor. Et ça s'est principalement résumé à la course de Ben O'Connor, hein, puisque l'équipe est centrée sur Ben O'Connor. Même si aussi on va quand même noter l'abandon sur blessure, sur chute de Geoffrey Bouchard, qui était prévu sur le Tour de France. Ça pourrait être important pour la start list, la compo d'AG2R sur le Tour de France. Et après on a aussi du côté d'Arkea Samsic la 20e place au classement général de Clément Champoussin, qui avait également fait un top 5 sur l'étape de Salins-les-Bains. Donc top 5, 3e du peloton principal derrière Jonas Vingegaard au sprint. Et côté Total Energy, là ça a été plus compliqué avec les abandons de Pierre Latour et Steph Kras, les 2 principaux grimpeurs. Et on va dire une semi-consolation avec la 2e place de Mathieu Burgodeau qui était passé tout près de la victoire sur l'étape de Cré-Volant, remportée par Georg Zimmermann. Voilà donc pour finir le panorama des performances de nos équipes françaises sur ce critérium du Dauphiné 2023. En vrai, petite question, Mathieu, que je vais poser à un de mes collègues chroniqueurs. Vas-y. Quel est le final le plus haletant de la semaine? Est-ce que c'est celui où Ergot se fait reprendre à 25 mètres de la ligne ou le face-à-face Burgodeau avec, ça va me revenir, Georg Zimmermann. face à Zimmermann. Quel a été le final où on a le plus vibré? Ah bah, René Ergots quand même. René Ergots, il était échappé depuis le matin. Il se fait vraiment reprendre à 25 mètres de la ligne, quoi. Par le peloton, c'était assez cruel. Je trouve. Anselme ? En plus, sans compter que perso, je l'avais dans ma team Velo Games. C'était un peu. Ça a accentué la déception, quoi. Exactement. Ah, moi j'aurais dit l'autre. Enfin, Zimmermann a été vraiment hyper impressionnant. Hein. Et Burgodeau, peut-être un brin ambitieux en lançant de plus loin. C'est sûr que enfin, après, et puis ça, et puis la montée de la Bastille, à savoir si Ciccone va se faire attraper ou pas. Enfin, on a eu quand même quelques belles étapes. Moi, je vais vous dire l'étape de Cré-Volant parce que la première étape, je l'avais pas suivie en direct, donc je vais pas pouvoir les juger sur le même plan ces 2 étapes. Donc voilà, vous m'excuserez. Mais ouais, en tout cas, ça a été des fins d'étape très serrées. C'est les baroudeurs qui ont mis un peu de piment sur ce Dauphiné parce que Vingegaard était tellement au-dessus que c'était pas sur lui qu'il fallait se concentrer pour avoir beaucoup de suspense, quoi. Et toi, Louis, qu'est-ce que tu dirais? En vrai, Ergot. Et pourtant, vous me connaissez, je suis chez Franchouillard et j'aurais pu dire Burgodeau, mais franchement, Ergot, en plus, il y a le plan du réalisateur où tu te dis non, il va se faire bouffer à 50 mètres de la ligne, c'est pas possible. Eh ben oui. Ouais, tu le vois se retourner tout le temps et tu fais putain, mec.
Et c'est le le coup vélo. classique, t'es là, te retourne pas, te retourne pas, te retourne pas, et il le fait. Oh, Mais c'est la humain, bonne c'est humain, vibe, c'est humain. la bonne vibe à la Vaugondi, je sais plus, c'était en 2007 ou 2008, ou pareil, il se fait Ah, reprendre comme ça. Pff, Ça, ça arrive plusieurs fois, c'est mon Vaugondi, non? cyclisme, ça. C'est sous le tour, Vaugondi, mais franchement, c'était terrible, c'était pareil. Ouais, ça fait un peu la Jack Bauer Ouais, à aussi. Nîmes en 2014. Mm, c'est ça. Ah, c'est l'aspect cruel du cyclisme. Bah, c'est comme ça, mais c'est ça aussi qui fait que c'est beau à voir, c'est les émotions, le suspense quand c'est serré. Bon, voilà, en tout cas, donc pour ce critérium du Dauphiné, ce qu'on a pu voir d'ensemble, on n'a pas tout évoqué bien évidemment, mais on a fait le principal bilan pour le classement général et en vue du Tour de France, donc évidemment. Avant de finir, un petit mot aussi sur l'autre événement de la semaine. C'était la sortie jeudi, non pas de Pro Cycling Manager, mais de la série Netflix sur le Tour de France. Bon, là, attention spoiler, à la fin, c'est Jonas Vingegaard qui gagne aussi. Il a gagné 2 courses cette semaine. Bref, bon, petit retour comme ça, rapidement sur ce que vous en avez pensé, messieurs. Par rapport à l'objectif que ça peut avoir, on sait que ça a été fabriqué, conçu par la boîte de production qui fait aussi la série sur la F1, Drive to Survive, qui est notamment connu, qui a fait partie des éléments qui ont redonné un peu de popularité à la Formule 1. Déjà, alors Anselme, dans l'équipe, c'est toi qui as le plus vu la série. Hein, pour l'instant, à nous quatre, on n'a toujours pas vu tous les épisodes, mais on va y arriver. Donc, on va pas forcément donner un avis d'ensemble sur la série. Alors après, si vous qui nous écoutez, vous avez tout vu, surtout n'hésitez pas à nous le dire aussi. Mais du coup, Anselme, toi, sur ce que tu as vu de la série et aussi des retours que tu as pu voir, qu'est-ce que tu en as pensé Bah moi déjà, enfin, Drive to Survive, j'avais adoré la série. Je suivais déjà la F1 à l'époque, donc moins à fond que le cyclisme, mais suffisamment pour pas être le public ciblé. Et globalement, je pense pas qu'on ait le même engouement sur le vélo que sur la Formule 1, parce que déjà, autant la première saison de Drive to Survive, j'avais trouvé ça super, autant là, j'ai vraiment du mal. Que ce soit les angles d'approche, la façon dont c'est monté, il y a des moments, enfin, on sent qu'il y a une envie de rendre ça dynamique, mais ils prennent aussi trop longueur sur des trucs. On se concentre sur vraiment certains aspects et on en oublie toute une partie. Et autant ça peut marcher avec la F1 où tu as 22 équipes, enfin 22 pilotes, 10 équipes, 11 équipes, non 10 équipes, 20 pilotes. Tu vas y arriver, là c'est les maths, c'est Je vais y compliqué. Là. arriver. On est à la fin, ça se complique. Mais enfin là, quand tu as 170 coureurs, 22 équipes. Et encore, ils en ont sélectionné 8, hein, dont Ouais, Bora donc Hansgrohe, qu'on voit quasiment pas hein, dans c'est toute même la pas série. la moitié. On loupe plein de trucs. Ça se focalise globalement vraiment sur, pour l'instant, là où j'en suis, sur Vingegaard, Pogacar, un brin Thomas pour le général. T'as quelques passages sur des coureurs Pinot, Van Aert, Jacobsen avec même Alaphilippe du coup avec tout l'épisode Quick Step. Il y a un épisode sur Jasper Philipsen aussi. Après ouais, il y a aussi un peu la trame IF mais qui est presque en décalé parce que ils sont ni dans les sprints ni dans le classement général donc c'est Après, c'est là aussi où c'est peut-être plus compliqué de raconter des histoires sur le Tour de France que sur la F1, dans le sens où la F1, bah, tout le monde court pour juste finir le mieux placé à l'arrivée, alors que sur le Tour de France, il y a plein d'objectifs différents. T'en as qui vont viser le classement général, d'autres les étapes, d'autres des échappées, d'autres des sprints, le classement de la montagne. Ouais, et puis enfin la façon dont c'est mis, ça dégage pas, enfin il y a pas, ça dégage pas les mêmes émotions et puis c'est pas récité, scénarisé d'une façon où tu comprends bien tous ces enjeux-là. On sent qu'il y a quand même un parti pris de mettre en avant vraiment le classement général, le maillot jaune, où Steve Chenel il en fait des tonnes sur ce maillot jaune. Là, tout le monde veut le porter. Bah, c'est un peu dans l'idée de
de vulgariser pour le grand public qui découvrirait un peu ça, quoi. Évident, mais enfin, puis autant, moi j'ai pas encore vu, mais t'as la descente de Peacock du Galibier qui va faire des belles images, mais enfin, d'un point de vue d'image, c'est quand même beaucoup moins spectaculaire que de la F1, et t'as pas forcément ce truc pour le profane de frisson de la vitesse, c'est moins parlant. Enfin, tu vois en peloton, mais à l'image, tu ressens beaucoup moins la tension vraiment de ce que ça peut être, notamment sur les premières étapes. Ouais. Pour le coup, c'est marrant parce que j'ai regardé les premiers épisodes avec ma copine parce que je voulais avoir un avis un peu extérieur, comme elle regarde pas, sinon elle suit pas vraiment le cyclisme en dehors. Et elle m'a fait une réflexion par rapport à ça. Elle trouvait que elle a découvert que c'était beaucoup de stress et elle pensait pas qu'il y avait autant de stress, de tension dans la course. Alors que c'est bizarre que, du coup, moi, j'ai pas trouvé ça si stressant comparé à. Peut-être qu'on est juste habitué et puis c'est tout, quoi. Ouais, et puis même, enfin, tu vois, genre même dans la descente ou un truc, enfin, il y a cette histoire où Thomas explique à sa femme, on voit sa chute quand. Ouais, sur le Tour 2015 Barguil, où il est percuté par Warren Barguil. Par Barguil, et il explique qu'il roule à 80-90 et puis il nous met des images à côté. Et après, dans descente, et où tu vois Pogacar qui boit un coup à son bidon. Donc, il n'y a pas ce truc. Donc, je pense pas que l'effet soit le même que Drive to Survive. Des gens connaîtront peut-être mieux le vélo sans forcément s'y intéresser. Peut-être que des gens, du coup, vont suivre le Tour de France cette année. Et selon le cru qu'on aura, ça jouera sur potentiellement un nouveau public. Mais je suis pas sûr qu'il y ait un engouement pareil que pour la F1. Surtout que la F1, en plus, il y a tout le truc de Liberty Media qui a racheté la F1 et qui fait tout pour que ça devienne le plus populaire possible. Ça s'inscrivait dans une stratégie globale, hein, ce qui n'est pas forcément le cas. Là où aujourd'hui, le vélo, il y a cette série, mais on n'est pas non plus on n'est pas dans une période où tout est changé dans le cyclisme. Titouan, est-ce que tu penses que la série, comme ça semblait un peu le but annoncé au fond, peut permettre d'aller chercher un peu un nouveau public, rajeunir l'audience du Tour de France? Est-ce que ça peut avoir un impact là-dessus? Je sais pas si ça peut le faire, parce que j'ai vu un bout d'épisode et surtout j'ai vu les retours des gens, mais c'est assez didactique. C'est pas, comment dire, ça fait un peu ça montre assez artificiellement ce qu'est vraiment le vélo. Donc bon, déjà, s'il y en a qui se mettent à regarder le Tour ou le cyclisme après ça, il va falloir qu'ils se mouillent la nuque. Oui, c'est sûr qu'on leur a pas montré les étapes de 6 heures où il se passe rien. Ah ouais. Mais c'est Une les bonne meilleurs. étape de 200 km dans la Beauce, je pense que le nouveau spectateur de Netflix n'est pas prêt. Donc voilà, c'est un peu le défaut. Et surtout, ouais, comme vous disiez, ça s'inscrit pas dans une stratégie globale. Ça parle que de Tour de France. Donc au mieux, ça ramène des gens pour regarder le Tour de France. Mais j'ai du mal à voir des gens s'intéresser au cyclisme en général davantage après ça. Cela dit, pour les gens qui regardent un peu de loin et qui veulent plus s'y intéresser, je sais que c'est pas mal. J'ai l'exemple tout bête de ma mère, vieux de ses 50 ans, regarde de loin le tout. Ça fait seulement un peu, et là, t'as appris à connaître les coureurs, qui comprennent les stratégies de course, voilà. Donc, je pense que c'est bien pour ceux qui ont à peu près une idée de pourquoi les gens roulent en peloton et pourquoi il y a une échappée, un maillot jaune, un maillot vert, mais sans connaître tous les coureurs, sans connaître les différentes équipes. Mais pour quelqu'un qui a jamais regardé le Tour, pour qui c'est juste ici, il passe 6 heures sans qu'il se passe rien, c'est chiant, c'est bien juste pour faire une sieste devant. Bon, je pense pas que ce public-là sera vraiment ramené. Oui, puis déjà, c'est pas sûr qu'ils aient l'envie de regarder une telle série, hein, c'est aussi la question. Toujours de base, Oui, quelqu'un qui n'est absolument pas intéressé par le Tour de France, est-ce qu'il aura envie d'aller se plonger dans une série sur le Tour de France? Non, mais sans forcément parler de ne pas être intéressé, juste ne pas connaître et être un peu curieux, mais sans avoir jamais vu ou compris quoi que ce soit. Et ça, je pense pas que le public de genre soit vraiment puisse être vraiment touché. Après, je ne demande qu'à me tromper, même si j'ai peur aussi que les aspects un peu fantasmés trop mis en exergue soient interprétés.
C'est vrai que justement j'avais vu un site qui recense un peu les statistiques des séries Netflix par pays et qui montrait au final les deux pays, il me semble, où la série marche le mieux en termes de hiérarchiquement par rapport aux autres séries dans le pays. C'est au final des pays qui sont quand même plutôt bien intéressés au cyclisme. C'est en l'occurrence la Belgique. La Belgique, on sait à quel point c'est un pays qui aime le vélo, et le Danemark. Avec le départ du Tour de France du Danemark et la victoire de Jonas Vingegaard, il y avait peut-être un peu plus cet intérêt à aller suivre la série, qui avait été développée par la course l'année dernière. Donc voilà, en tout cas en France, ça reste dans ce qu'on a pu voir depuis la sortie sur les quelques jours, c'est dans le top 10 des séries vues par jour. Bon, c'est déjà pas mal. Après, il faudra voir, hein, en effet, sur le Tour de France, qu'est-ce qu'il en restera. Après, moi, pour vous dire un peu mon avis personnel aussi, j'ai un peu le sentiment que des fois, il y a tellement de choses à raconter que la série cherche à en raconter beaucoup, mais que du coup se perd en racontant beaucoup, et on perd un peu des informations par-ci par-là. Il y a, en tant que suiveur très assidu, parfois je suis un peu frustré que ça ne parle pas de telle ou telle histoire. Typiquement, Magnus Cort Nielsen au Danemark, on n'en a pas un mot. Bon, après, c'est des choix éditoriaux et c'est compliqué de mettre tout un Tour de France dans 8 épisodes de 40-45 minutes. C'est là où peut-être ça aurait été plus facile à montrer des histoires complètes. Par exemple, j'avais vu quelqu'un qui en parlait, hein, sur le forum, il me semble, faire une série sur les monuments de la saison, les monuments du cyclisme. Il y aurait peut-être eu plus facilement des histoires à raconter et des histoires qu'on aurait pu avoir au complet. Bon, après, voilà, ça c'est une autre histoire. Et puis pour avoir les 5 monuments ensemble, il faut quand même avoir Ouais, RCS, ASO. et Flanders Classic, donc qui est pas non plus gagné d'avance. Voilà, donc bon, en tout cas, voilà, si jamais vous avez envie, hein, voilà, on n'est pas là pour vous vendre la série. C'est donc sorti sur Netflix la semaine dernière. Voilà, on sait que il y en a qui ne sont pas abonnés, qui n'ont pas envie de s'y abonner. Et ben, vous avez le droit, et j'ai envie de dire que si vous êtes déjà particulièrement assidu, entre guillemets, vous ne ratez rien, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. C'est, on va dire, Il faut mieux un abonnement au JCN que ça, quoi. Ça, Oui, je suis voilà. d'accord. C'est plus rentable, on va dire. Il y aura plus de choses intéressantes à en découvrir. Bon voilà, on va arriver avec tout ça à la fin de ce podcast. On a duré, mais on va finir par un petit pronostic avec déjà le Tour de Suisse qui a commencé ce dimanche avec la victoire de Stefan Kung sur le contre-la-montre, et on a eu Binyam Girmay qui a gagné au sprint devant Arnaud Démare ce lundi. Pronostic rapide sur qui remportera le classement général du Tour de Suisse. Alors, on va commencer avec Titouan. Alors, je vais pas me mouiller, hein, je vais te dire Remco, même s'il y a une petite piécette sur Ayuso, mais... Louis, est-ce que tu vas jouer sécurité et Remco Evenepoel? J'ai envie de prendre un risque. Vas-y. Avec la fin du challenge Alexandre B. Ah oui, là, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le challenge des courses par étapes World Tour qui ne sont pas remportées par un Français. Donc ça fait depuis 2007 qu'on attend un successeur à Christophe Moreau. On est au mois de juin, donc c'était la dernière fois qu'on a gagné une course par étape. Tout à fait, c'était sur Je me dis que ce truc-là va se passer au moment où on l'attend le moins. Et donc c'est l'heure de Romain Bardet. Alors par contre, je vous dis que c'est pas prévu, mais si on a Romain Bardet ou on a un Français, quoi qu'il arrive, qui remporte une course par étape, qui remporte le Tour de Suisse, on est obligé de faire un podcast. Hein. On fera une édition spéciale. Voilà, c'est ça. On fait une grosse soirée. Tout le monde sur les champs. Allez, c'est parti. Un Big Bang Tour. Oh, bah, si c'est Romain Bardet, c'est à Brioude qu'il faut aller. Ah oui. Allez, il y a bien des Champs-Élysées, au Champ de Mars. Il va bien nous louer un bus, il va faire des tours de la ville avec le maillot comme ça. Avec ces trophées énormes en Suisse, je crois. C'est dommage, c'est pas le Tour de Romandie. Le Tour de Romandie, je crois qu'il gagne un gros fromage, une grosse meule d'émental. Et je me demande si le Tour de Suisse, c'est pas un trophée qui fait la taille du coureur. Ouais, je crois qu'il est un peu bizarre le trophée, ouais. Bon, en tout cas, pendant que tu cherches, Anselme, quel favori tu nous donnerais pour le Tour de Suisse? Moi, c'est du français sans être du français, c'est Yon Izagirre.
Ah, oui, un coureur d'une équipe française, mais pas un Français. Sachant que pour un coureur d'une équipe française qui remporte une course par étape pour le Tour, faut remonter à Carlos Betancourt, non? De tête, je pense qu'il faut... Je pense, ouais, il y a toujours moyen qu'on en loupe un, mais je crois pas qu'il y ait d'équipe française qui ait gagné le Tour de Gangxi ou de trucs comme ça. Non, il me semble pas qu'on ait eu une équipe française qui ait gagné une course par étape pour le Tour depuis Paris-Nice 2014. Et c'était à G2R. À Groupama, ils ont gagné le Tour 2019, donc... Ah oui, c'est vrai. Le forcing. Allez, je remue le couteau dans la plaie, allez, encore. Bon, deuxième pronostic, pour vous laisser... Je vais pas passer la parole à Titouan pour commencer, parce qu'il va encore nous recreuser les cicatrices pas refermées. Louis, qui serait pour toi le vainqueur du championnat de France? Là, on se projette à la fin du mois, qui sera sur le circuit de Cassel, et qui sera, quand même pour préciser, un circuit différent du circuit traditionnellement emprunté pour les 4 jours de Dunkerque. On aura quand même une montée pavée, mais on aura surtout la montée qui sera au sommet de laquelle sera jugée l'arrivée, qui sera beaucoup plus pentue, avec des passages au-delà des 10%. Donc ce sera une montée très difficile. Voilà, bon, quelques mots pour pour ce circuit de Cassel. Louis, quel serait ton favori, ton pronostic pour le championnat de France? Alors, pour la course du contre-la-montre, je vois bien Bruno Armirail conserver son titre, alors que Cavagna est le grand favori, je pense pour tout le monde, mais je mise quand même sur Armirail. Et pour la course en ligne, Romain Grégoire. Romain Grégoire qui justement avait remporté le classement général des 4 jours de Dunkerque, et qui avait été, il me semble, deuxième de l'étape remportée par Perstrand Hagenes à Cassel cette année. Et vu ce qu'il a montré sur ce début de Tour de Suisse avec un bon chrono, bon, il a certes bénéficié de conditions météo favorables au moment où il est passé, et puis aujourd'hui, moi j'ai trouvé impressionnant dans le final pour Arnaud Démare, où il a été vraiment énorme entre 13 et 7-8 km de l'arrivée, à mener le peloton très très fort. Enfin, il a la patate. Anselme, tu mises sur quoi, toi, de ton côté? Peut-être pour le chrono un Benjamin Thomas. Et pour la course en ligne? Pour la course en ligne, je vais laisser les FDJ à d'autres. Je sais pas, parce que ça pourrait être à la Philippe, mais attends, je regarde juste, est-ce que... T'es indécis là, je sens. Peut-être Victor l'a fait. Donc on pourra dire que Victor l'a fait, si c'est le cas. C'est déjà vu et revu, mais j'étais obligé. Et pour finir, Titouan, quels sont tes pronos pour le championnat de France? Le choix du cœur, c'est Romain Grégoire. Le choix rationnel. Celui que je vois le plus, c'est Julien Lafilippe. Anselme m'a pas voulu le dire, mais... il faut quand même l'évoquer, voilà, c'est ça, quoi. Il faut l'évoquer, puis... Voilà... Qui ne pense pas à Julien avec le maillot bleu blanc rouge à Bilbao et à essayer d'aller chercher le jaune, voilà. On peut rêver après tout. Ah bah voilà, il y a moyen de moyenner, en tout cas, moyen de faire de belles choses, puis c'est vrai que c'est un circuit qui peut lui convenir. Bon allez, quitte à vous citer un autre nom, peut-être aller citer, je sais pas, Axel Zinglet, allez pourquoi pas. Mais non, Thibaut Pinot. Pour avoir une demi-saison de plus. Ah si. Bon, ben oui, alors oui. Alors, comment j'ai pu l'oublier? Je crois qu'on doit tous dire Thibaut Pinot, les amis, là. Bon, en tout cas, le parcours et tous les favoris, ça nous promet une belle course à Cassel d'ici la fin du mois. Bon, après, on verra donc en effet en fonction de qui sera au départ, puisque on avait vu sur ces dernières années certains prétendants au général côté tricolore qui ne faisaient pas le déplacement jusqu'au championnat de France à quelques jours du départ du Tour de France. Là, en effet, après, il faudra quand même aller traverser la France en entier avec probablement un petit détour par chez soi. Donc bon, on sait qu'il y a très certainement un ou deux ou un peu plus de coureurs qui feront l'impasse sur ces championnats de France. Bon voilà, en tout cas donc pour ces pronos, pour terminer ce podcast de débrief du Critérium du Dauphiné. Merci beaucoup Louis, Anselme et Titouan d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast.
Et pour le prochain podcast, à moins d'une victoire française sur le Tour de Suisse, on se retrouvera d'ici 2 semaines pour la présentation du Tour de France. On vous présentera le parcours, les favoris, les coureurs à suivre, etc. Voilà, on fera le bilan, la présentation générale de la grande boucle. Et en attendant, bien comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.